Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Découverte. Ce soir, nous vous présenterons un reportage sur l'hyperactivité, un syndrome qui affecte 3 millions d'enfants en Amérique du Nord. Nous verrons aussi en quoi consiste le système mobile d'élimination des BPC choisi par le gouvernement du Québec. Et nous analyserons les raisons pour lesquelles les Français ont le plus bas taux de maladies cardiaques de tous les pays occidentaux, en dépit de leur régime alimentaire riche en gras. Jouer aux échecs est une activité très agréable, mais exigeante. Il faut se concentrer au maximum, faire preuve de jugement, prévoir les conséquences de ses gestes et imaginer les ripostes possibles de son adversaire. Tout un défi, quel que soit l'âge des joueurs. Échec. D'ailleurs, de nombreux enfants, comme mon partenaire Vincent, prennent beaucoup de plaisir à jouer aux échecs. Mais chez certains autres enfants, ceux qui sont hyperactifs, le manque de concentration et le besoin de bouger peuvent poser un réel problème lorsque vient le moment de jouer à un jeu comme celui-ci ou de participer à une autre forme d'activité où la concentration joue un rôle important. Mais heureusement, on comprend de mieux en mieux l'hyperactivité. Des enfants qui se bousculent dans une cour d'école. Des hyperactifs? Non. Des enfants actifs, pleins d'énergie, comme tous les enfants. L'hyperactivité, la vraie, c'est autre chose. Le diagnostic se fonde sur un examen complet du dossier médical et sur une évaluation des comportements. Celle-ci met en évidence 3 caractéristiques. Une inattention importante, comme pour Kevin qui n'arrive pas à se concentrer en classe. Une forte impulsivité, comme celle d'Alexandre qui n'attend même pas la fin de la question avant de répondre. Est-ce que tu trouves que ça va mieux maintenant que tu suis un traitement ici? Ça fait quelques mois. Hein, et enfin, une agitation excessive, comme celle de ce garçon qui n'arrive pas à se contrôler. Pour établir le diagnostic, il faut aussi considérer la sévérité des symptômes et leur durée. Ils doivent être établis depuis au moins 6 mois. Alors ces enfants, ça a commencé avant 6 ans et ils ont eu beaucoup d'agitation. Ils sont très impulsifs, très exigeants. Ils n'arrivent pas du tout à trouver un équilibre avec leurs parents, un contrôle comme ça de leurs impulsions à vouloir voir quelque chose tout de suite. Puis pour un enfant, ça peut être très concret, hein, l'impulsion à avoir quelque chose. Et puis, ils n'apprennent pas très bien. Ils sont souvent inattentifs. Les parents sont obligés de répéter très souvent les choses. Ils trouvent ça très difficile. Et c'est cet ensemble qui a commencé très tôt. Et lorsqu'on voit l'enfant entre 6 ans et 12 ans, donc disons à 8 ans, c'est déjà une histoire très ancienne. Voici Guillaume, il a 7 ans. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans. Depuis qu'il est traité, ça va beaucoup mieux pour lui. Dans votre cahier d'images en mots, il y a des mots. En classe, il est attentif, il réussit bien à se concentrer. Les médecins classent cette condition dans les troubles du comportement. Le nom scientifique a changé au cours des années. Mais aujourd'hui, on s'accorde pour dire que c'est le déficit d'attention qui caractérise le mieux ces enfants. On parle donc de syndrome de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Même après 30 ans de recherche, on en ignore toujours la cause. Aucune lésion biochimique n'a jamais été mise en évidence dans le cerveau. On estime que 5% des enfants de 5 à 16 ans en sont atteints. Il y a 4 fois plus de garçons que de filles. Guillaume est un cas typique. Il y a 2 ans, à la maison, c'était l'enfer. Quand on lui parlait, il fallait vraiment s'assurer qu'il nous regardait, parce que même si on criait après lui, même s'il était dans la même pièce que nous, il nous entendait pas du tout. Lorsque je le punissais pour des raisons vraiment graves, et là, au lieu de pleurer ou n'importe quoi comme un autre enfant, mais là, il se rebellait, là, puis il n'arrêtait pas de nous dire, décrivait la façon qu'il allait pratiquement me tuer.
Là, j'ai dit non. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa tête. Là, j'ai dit, il faut consulter. Une fois le diagnostic établi, comme dans la plupart des cas, on a prescrit du Ritalin. Guillaume en prend 3 fois par jour. Curieusement, ce médicament est un excitant du système nerveux central. On ne sait pas très bien comment il agit, mais on constate qu'il augmente le niveau d'attention de l'enfant. Ce faisant, il canalise son énergie et celle-ci se disperse moins en agitation. Le Ritalin est un facilitateur pour ces enfants de se servir de ce dont, par ailleurs, ils sont capables. C'est comme si ça ouvrait une porte. Quand tu prends pas, qu'est-ce qui se passe? Je t'en des fois, puis des fois, je suis gentille. Puis quand tu le prends? Je suis gentille. Utilisé depuis plus de 30 ans, le médicament qui rend gentil reste toutefois controversé. Les parents craignent les effets secondaires, insomnie, perte d'appétit. Toutefois, dans la plupart des cas, ils sont contrôlables. Mais les parents s'inquiètent surtout de la ressemblance chimique du Ritalin avec les amphétamines, le speed. On craint que les enfants deviennent dépendants du Ritalin. La crainte est apparemment non fondée puisqu'aucune étude ne l'a démontré. Mais il est évident qu'il y a toujours des risques d'abus avec ce genre de substance. De toute manière, dans l'hyperactivité, le médicament seul, c'est loin d'être la solution. Ces enfants ont de multiples problèmes psychosociaux qu'aucun médicament ne peut régler pour eux. Échec scolaire, relations difficiles avec les autres, faible estime de soi. Un vrai traitement doit donc s'attaquer à tous ces problèmes. Au retour, un programme thérapeutique complet. OK, est-ce qu'il y a d'autres points qui ressortent là À la clinique des enfants hyperactifs de l'hôpital Rivière-des-Prairies, on travaille en équipe. Chaque semaine, un psychiatre, une travailleuse sociale et une psychothérapeute partagent leurs évaluations. Pour chaque enfant atteint d'hyperactivité, ils définissent un programme thérapeutique complet. Médication, psychothérapie, soutien à la famille. C'est la tendance actuelle dans toutes les cliniques spécialisées, ce qu'on appelle une approche multimodale. Si je fais... Ça va être le gros tambour. Pour Guillaume, cela signifie tout d'abord une rencontre par semaine avec Anne-Marie, la psychothérapeute. Pour éviter que Guillaume ne soit dérangé par la caméra, nous l'avons filmé derrière un miroir d'observation. Apparemment, on s'amuse bien. Mais derrière le jeu, il y a une démarche structurée. Anne-Marie travaille des points très précis. Les enfants hyperactifs, souvent, ne prennent pas conscience que quelque chose ne va pas. Ils savent que quelque chose ne va pas bien, ils vont recommencer, ils vont utiliser toujours la même chose qui ne fonctionne pas, sans réfléchir pourquoi il ne fonctionne pas. La thérapie vise à modifier les comportements et à améliorer les capacités d'apprentissage sur le plan cognitif. Par des auto-instructions du type « arrête », « faut trouver le problème », Guillaume est amené à réfléchir avant d'agir, à freiner son impulsivité. Comment ça fait que tu en as changé un? C'est qu'il n'était pas à bonne place. S'il n'était pas à bonne place, est-ce que c'était un problème, ça? Ah, ça veut dire que j'ai oublié de sonner à la cloche, puis toi, tu as oublié de dire « arrête ». Arrête pour trouver le problème. OK. Si on laissait le robot ici, est-ce que, par exemple, le robot il pourrait venir à l'école? Parallèlement à cette thérapie qui dure 1 an ou 2, le psychiatre rencontre régulièrement Guillaume. À partir d'un dessin, par exemple, il explore le psychisme de l'enfant. Le docteur Lagex suit notamment une composante d'agressivité présente chez Guillaume, comme d'ailleurs auprès du tiers des enfants hyperactifs. Le parent est en colère, l'enfant vit cette colère-là, reçoit cette colère-là, c'est de l'agressivité. Alors, vous voyez le processus, là. On s'occupe de lui pendant ce temps-là, on répète, on le menace, mais c'est une attention négative. Le troisième volet concerne les parents. À la maison, ils sont désemparés. On leur conseille donc d'établir un petit nombre de règles, mais d'être très stricts. On leur enseigne aussi des stratégies particulières, comme l'attention positive. Il s'agira, par exemple, de jouer avec l'enfant 20 minutes par jour, sans aucune critique.
Ça, ce que ça aura finalement comme but, c'est que, premièrement, ça va améliorer l'estime de votre enfant, puisque pendant cette petite période-là, il n'y aura pas de critiques négatives. Vous allez le féliciter, vous allez l'encourager, vous allez lui dire que vous êtes content d'être avec lui, à faire un jeu. Et ça va aussi améliorer la relation que vous avez avec votre enfant, parce que souvent, l'enfant perçoit son parent comme, justement, comme un mauvais patron. Est-ce que tu peux me donner un exemple de problème que tu vas avoir? Qu'est-ce que les enfants retirent de ces programmes? Maison, par exemple, je sais pas, Nous avons posé la question à 3 vétérans. 3 garçons de 10 et 11 ans qui ont d'abord suivi des thérapies individuelles avec Anne-Marie et sont maintenant en thérapie de groupe avec elle. Quand hier, je me suis fait plaquer la tête sur la vitre d'un bus. Ça fait mal. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait après? Ben, j'ai pas pensé aux stratégies. Puis après ça, quand je l'ai frappé et puis il m'a collé, j'ai pensé aux stratégies. Puis je me suis dit, la meilleure stratégie, puis j'ai dit, arrêtez de pas parler. Ça me donne la chance de faire plein d'affaires. Ça me met plus attentif en classe. Ça me fait écouter de me traiter de nounou et de pas intelligent. C'est ça. L'imbécile aussi. Puis maintenant, ça va mieux à cause que j'ai... peut-être que les autres se rendaient pas compte comment des fois j'étais intelligent aussi. Meilleure estime de soi, réussite scolaire. Est-ce qu'on guérit du déficit d'attention? Il y a une dizaine d'années, on disait qu'on s'en sortait à la fin de l'adolescence. Mais à l'hôpital pour enfants de Montréal, le Dr Exman et son équipe ont suivi un groupe d'enfants hyperactifs pendant 20 ans. Ils ont fait une découverte étonnante. Presque 60% présentent encore tous les symptômes à l'âge adulte. Chez eux, l'agitation motrice globale tend à diminuer, mais l'inattention et l'impulsivité continuent d'être des problèmes importants. Cela se traduit dans différents domaines de leur vie. Ils changent plus souvent d'emploi, ils sont mis à la porte ou bien ils démissionnent de façon impulsive. Ils ont plus d'accidents d'auto, ils déménagent plus souvent, quittent leurs amis, leur famille, ce genre de choses. Tout ça est un peu inquiétant. Mais ces hyperactifs, diagnostiqués il y a 20 ans, n'ont pas bénéficié des traitements plus complets qu'on offre aujourd'hui. Or, selon une évaluation que mène par ailleurs le Dr Ekman, il semble que l'efficacité de ces traitements dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Si bien que pour la psychiatre montréalaise, il y a de l'espoir, pour peu que l'enfant et les parents s'impliquent au-delà du Ritalin. Ils doivent participer activement au traitement. Ils ne peuvent pas se fier uniquement sur le médicament pour tout faire. Pour Guillaume, le traitement à la clinique de Rivière-des-Prairies semble un succès. Il s'améliore, il est sur la bonne voie. Voulez-vous qu'on vous montre comment on est installé derrière? Plaisir. On va faire ça. Oh yeah! Martin, Louis-Mathieu et Alexandre sont aussi sur la bonne voie. Mais il y a une touche plus sombre à ce tableau. Au Québec, dans le réseau de santé publique, il existe peu de cliniques pouvant traiter des cas sévères, comme ceux que nous avons vus. Partout, en ce moment, les listes d'attente s'allongent et les ressources diminuent.